jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Bienvenue dans la seconde partie du 40 millions de Next, le podcast dédié à Olivier Goy, le CEO, le patron de October. Dans cette deuxième partie, on va s'intéresser, Olivier, à la personne que tu es, à ton caractère, mais aussi à tes motivations, ce qui t'inspire. On appelle aussi cette partie sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Donc on va t'allonger, tu vas fermer les yeux et on va parler de ta vie, ton œuvre, ton enfance. Alors, il faut quand même préciser aux auditeurs qu'il est 9h41 et 5 secondes. Je pense que je suis pas sûr d'avoir le bon niveau d'énergie pour m'allonger sur le canapé. Mais allons-y, tentons. Ne te rendors pas s'il te plaît. Ah non, je ne veux pas m'endormir, là, je suis un peu trop excité. Non, mais il s'agit pas vraiment d'aller sur le canapé, je te rassure, tu peux rester je peux rester sur mon tabouret. Voilà, c'est bien, ça permet de garder l'énergie alignée au niveau de la colonne vertébrale pour une bonne méditation. Parfait, merci pour la posture. Il s'agit de comprendre en fait aussi un peu qui tu es, parce que nous on parle souvent des entrepreneurs du Next 40 comme des champions, comme les champions de l'ATP pour le tennis, ou tu vois, quel que soit le sport. C'est une réussite. Et une réussite, ça se construit dans le temps. Ça vient parfois même de très loin, parfois de la relation aux parents, de l'éducation. Alors sans être de la psychologie de comptoir, ce qui nous intéresse, c'est de ton point de vue, qu'est-ce qui fait qu'Olivier Goy est devenu Olivier Goy ? Tu étais entrepreneur, tu as dit, depuis que tu as 26 ans, donc très tôt. Je me permets de poser ta question, Thomas, mais voilà, est-ce que tu es né entrepreneur ou est-ce que tu l'es devenu par volonté ou par acharnement ? Alors, d'abord, j'avais une vraie volonté d'être entrepreneur. C'est quelque chose que, depuis très longtemps, j'avais envie de mener ma propre barque. C'est quelque chose d'assez clair et pourquoi j'ai commencé aussitôt à être entrepreneur, parce que aussi, je pense que j'ai fait un constat assez lucide à la sortie des études. Je n'avais pas fait une école. Alors, désolé pour eux si tu me demandes après quelle école j'ai fait, mais pas une école extraordinaire, ce que j'appelle extraordinaire. Je n'ai pas fait ni Polytechnique, ni HEC, ni l'ESSEC. Et donc. Mais que fais-tu au Next 40 ? Et voilà, c'est un peu la honte. Mais donc, je me suis dit assez tôt, si je vais travailler dans une grande structure, en grand groupe, à qualité égale, justement ou injustement, peu importe, d'autres me passeront devant. Donc si vraiment je veux tracer ma voie sans avoir ce sujet des études qui revient sur le tapis sans cesse et qui te poursuit jusqu'à 40 ou 50 ans, autant partir autant qu'entrepreneur, surtout que c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Et donc ça, c'est l'avantage de la jeunesse aussi. À 26 ans, me sentant totalement indestructible et n'ayant aucune conscience du danger, je me suis lancé sans crainte dans l'entrepreneuriat, sans savoir à quoi je devais m'attendre. Et puis ça a été très compliqué parce que j'avais très mal analysé les choses. Mais à force de ténacité, c'est passé. La preuve, on est encore là 20 ans après. Oui, mais quand à 40 ans, tu relances une autre boîte, là, tu es conscient du danger. Alors là, c'est complètement différent et ça, c'est très marrant parce que je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients à créer jeune et moins jeune. 26 ans, moi, je l'ai dit, c'est l'industrie. Tu étais indestructible. C'est fantastique. Il ne peut rien t'arriver à 26 ans. Tu vis de rien, tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas peur du danger. Rien ne t'effraie parce que tu ne connais pas où sont les dangers par souvent méconnaissance. Et c'est ce qui donne cette audace incroyable aux jeunes entrepreneurs. À 40 ans, tu es au contraire conscient des dangers, donc ça peut annihiler l'envie de faire, parce que tu peux condamner une idée avant de la tenter en disant non, ça ne passera pas, je le sais, rationnellement ça ne peut pas passer. Mais en même temps, une fois que tu as contredit ce démon-là, tu as une chance aussi très forte, c'est d'avoir des gens en réseau et une crédibilité, donc tu gagnes beaucoup de temps, surtout quand tu entreprends dans la fintech. Aller voir des actionnaires pour lever de l'argent à 40 ans est beaucoup plus facile qu'à 26. Aller discuter avec des investisseurs institutionnels de renom pour qu'ils prêtent de l'argent sur October est beaucoup plus facile à 40 ans qu'à 26 ans. Obtenir un agrément du régulateur est beaucoup plus simple avec un CV où tu as déjà prouvé des choses qu'avec un CV qui est totalement vierge. Comme quand je suis allé à 26 ans demander mon premier agrément auprès de l'autorité des marchés financiers pour créer un 2/3e. Voilà, donc c'est ça qui change. Est-ce qu'il y a des avantages du coup à être jeune vraiment en fait dans le fond ? Moi,
pense qu'il y en a un, c'est que rationnellement, j'aurais jamais dû lancer un 2-3 IM à 26 ans, parce que rationnellement, si je regardais les choses, je ne connaissais pas mon réseau de distribution, je ne connaissais pas la réglementation, je ne connaissais rien à l'investissement par définition. Et pourtant, on l'a fait, et pourtant, on a investi plus de 2 milliards avec cette société, on a eu de formidables succès. C'est une société qui est en croissance continue depuis 20 ans, qui est extrêmement rentable, qui fonctionne bien. Voilà. Donc, rationnellement, on n'aurait pas dû le faire. Et toi qui Ça nous rappelle, est-ce que je voulais juste rappeler, Thomas, la petite citation de Charles Egli, qui est un des cofondateurs de United Credit, qui nous disait que à moins de 30 ans, ce qui est bien, c'est qu'on est un couillon. Et donc on ose tout, en gros. Donc ça rejoint ce que tu dis là. C'est la fameuse phrase de Mark Twain. On leur avait pas dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc ils l'ont fait, exactement. C'est une phrase effectivement que j'ai lue plusieurs fois et à laquelle j'adhère totalement. Et du coup, toi qui as été investisseur, entrepreneur à différents âges, pour ces jeunes qui nous écoutent, dans leur relation avec les investisseurs, est-ce qu'il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention? Il faut de toute façon savoir... il faut jamais se laisser berner par la facilité des choses. C'est-à-dire que les trajectoires, même des plus belles aventures entrepreneuriales, ne sont jamais linéaires. On passe pas du point A au point B en ligne droite, ascension continue. Donc il y a des hauts et des bas. Et pour être capable de rebondir quand on est dans un trou, il faut absolument avoir de la transparence. Je pense que c'est un point clé avec ses actionnaires. C'est-à-dire qu'il faut partager bien sûr les victoires, mais partager également les difficultés. C'est le seul moyen de garder la confiance. Et d'ailleurs, c'est valable pas qu'avec les actionnaires, c'est valable avec vos clients, c'est valable avec vos salariés, c'est valable avec vos associés. Garder une transparence en tout temps, c'est ce qui crée des liens, c'est ce qui crée un esprit d'équipe, une culture d'entreprise et qui fait que vous passez les moments très durs. Et les moments très durs, on voit que malheureusement, après tout, je n'ai que 20 ans d'entrepreneuriat, mais j'ai quand même déjà vécu 3 crises majeures, 2001, 2008 et maintenant le Covid. Ça fait quand même quelques chocs où si dans ces chocs-là, vous ne faites pas preuve de transparence, vous pouvez mourir à chaque fois. Petite punchline qu'on garde également. Vas-y, Olivier. Pardon, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est peut-être de voir on parle de l'homme que tu es, et donc l'homme que tu es, il a fait des erreurs, il a réussi des choses, il a appris en gros de la vie. Et si tu pouvais partager ou nous léguer quelque chose à nous, auditeurs du podcast 40 nuances de Next d'Olivier Goy, le PDG de October, qu'est-ce que tu dirais à des jeunes entrepreneurs qui aujourd'hui peut-être soit hésitent à se lancer, soit se sont lancés, soit cherchent la formule miraculeuse? Et si tu gardais juste la substantifique moelle de tout ce que tu as pu apprendre, et je sais pas si ça peut venir de ton enfance, ça peut venir de ta vie plus récente d'entrepreneur, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de transmettre? C'est vrai que la question de se lancer ou pas se lancer, c'est une question qui revient souvent dès qu'on discute avec des gens qui ont des projets entrepreneuriaux. Ma réponse, elle est toujours la suivante. Si vous vous lancez pour les bonnes raisons, n'hésitez pas. C'est-à-dire se lancer pour les bonnes raisons, c'est parce que vous voulez accomplir quelque chose pour vous-même et que vous avez une envie du défi. Il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Si la raison pour se lancer, c'est s'affranchir d'un patron tyrannique ou gagner de l'argent, ne le faites pas. Parce que ceux qui fuient les patrons tyranniques vont trouver des clients tyranniques, vont trouver des associés tyranniques, vont trouver des salariés tyranniques. Donc il faut savoir pourquoi vous le faites. Et pareil, devenir riche, il suffit, on parlait tout à l'heure, notamment en partant de la feuille blanche, quand on est un entrepreneur, c'est quelque chose d'extrêmement aléatoire. Donc si l'argent est votre motivation, la déception peut clairement être au bout du chemin. Oui, il y a plus simple pour faire de l'argent qu'être entrepreneur. Exactement. Être fraudeur, on en parlait tout à l'heure, par exemple. Souvent, je les invite plutôt à devenir fraudeur. Oui, je plaisante, bien sûr. Il y a beaucoup de risques, il y a des risques autres, mais il y en a. Mais plus généralement, Olivier, on est la somme des expériences qu'on a vécues. Donc, plus au-delà de conseils aux entrepreneurs, plutôt un conseil de vie que tu pourrais vouloir léguer à tes enfants, petits-enfants ou que sais-je, mais que tu as gardé peut-être de ton enfance, de ton parcours de vie sur ce qu'est la vie. Oula. C'est le moment où on s'allonge vraiment sur le. Ah ouais, là, faut vraiment que je m'allonge. On fait toujours un peu de philosophie au moins une fois avec Thomas, sinon c'est un mauvais podcast. Là, sinon, c'est un mauvais podcast. Alors, je sais pas si je suis bon élève en philosophie. Néanmoins, là-dessus, je suis un peu old school. Je crois énormément à la valeur, à leur travail, et ça, j'essaie de l'inculquer à fond
à mes enfants. C'est-à-dire que je ne crois pas aux réussites faciles et aux réussites sans sacrifice. C'est-à-dire que moi, je vois tout à l'heure. Olivier faisait une comparaison, les entrepreneurs du Next 40 avec les joueurs de tennis de l'ATP. Je pense que c'est une formule sympa, mais peut-être un peu trop flatteuse pour nous. En revanche, j'essaie de vraiment m'astreindre à une discipline, c'est-à-dire que je prends un exemple très simple. Ce matin, on commençait tôt ce podcast. Hier soir, on m'a proposé d'aller voir un spectacle de stand-up où je savais que j'allais rentrer plutôt vers 1h du matin. J'ai refusé parce que je me suis dit, rentrer 1h du matin, est-ce que je serais vraiment bien frais pour répondre à leurs questions? Je suis pas sûr. J'ai une discipline, je n'y vais pas. Je préfère me coucher un peu plus tôt et être en forme le lendemain. C'est marrant ce que tu dis. Je fais juste une parenthèse parce que j'entendais l'autre jour un podcast sur Kylian Mbappé et puis aussi la série sur, je crois, Michael Jordan sur Netflix, où ils expliquent que ce sont quand même des gros couche-tôt et que même après avoir remporté une très très grande victoire, ils vont pas forcément fêter ça avec les copains. Ils dorment et ils se concentrent sur la victoire d'après. Et alors, il faut savoir célébrer aussi, je pense. Il faut savoir célébrer ses victoires. Ça souvent, c'est quelque chose qu'on ne sait pas assez faire. En tout cas, moi, je ne sais pas assez faire. Je ne sais pas assez souvent célébrer les victoires. Mais pour autant, j'adhère à cette discipline de vie qui me semble assez indispensable. En tout cas, pour moi, pour mon équipe, c'est important. Est-ce que tu as j'aime bien l'aspect parfois recette, savoir-faire de l'entrepreneur. Est-ce que toi tu es quelqu'un qui dort beaucoup par exemple, parce que la question, tu parlais de Mbappé, Thomas, enfin la question de se coucher tôt ou de travailler tard, finalement elle est aussi souvent débattue. C'est comment est-ce qu'on organise sa journée, notamment aussi quand on a aussi en plus une vie de famille, des enfants, etc. Est-ce que toi tu as une façon de faire qui est que tu te réveilles spécialement tôt? Est-ce que parfois tu travailles tard, ou est-ce que tu es très régulier ou irrégulier? Est-ce qu'il y a des choses à voir comment on organise sa vie pour pouvoir être un peu à la fois au four et au moulin? Effectivement, je suis plutôt à travailler de manière régulière plutôt que par gros à-coups. Je fais pas de nuit blanche pour le travail. Oui, j'aime bien dormir. Il faut que je dorme. Je fais pas partie de ces gens qui ont la chance de pouvoir dormir 5 heures par nuit. C'est pas le cas, donc il faut que j'ai un certain quota de sommeil. J'ai mes routines. Par exemple, je me couche jamais sans avoir lu les Échos et le FT. J'aime ça le soir. Donc je lis les Échos et le FT avant de me coucher. Voilà, ça fait partie. Ces petites routines de la même manière qu'avant le Covid, puisque là malheureusement ma routine est un peu perturbée, mais j'aime bien prendre mon café et ma tartine dans un bar à côté du bureau tous les matins. Voilà. J'ai mes habitudes de vieux garçon qui me rassurent sûrement. Ça permettrait peut-être de lancer d'ailleurs notre petite rubrique s'inspirer, respirer. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Tu lis dans mes pensées. Alors aujourd'hui, on n'a jamais été, je crois, aussi synchro et aligné. Alors je le lance. Jingle. Allez, vas-y. Tu vois, écoute, décidément. Vas-y, à toi l'honneur. S'inspirer. Respirer. Ça permet dans cette rubrique de s'interroger aussi sur ce que lisent les entrepreneurs ou ce qu'ils écoutent. Tu as dit que tu écoutais beaucoup de podcasts, ça c'est évidemment, ça nous intéresse et tu as tout à fait raison. C'est un très bon moyen d'être concentré sur une voie tout en faisant parfois autre chose. Mais est-ce que dans tes façons de faire ou de t'inspirer depuis que tu as été étudiant et maintenant, est-ce qu'il y a des lectures ou des choses que tu recommandes? Peut-être, qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? C'est une façon de commencer. Est-ce que tu as quelque chose sur ta table de nuit en ce moment, qu'elle soit numérique ou papier? Alors en ce moment, je rattrape un gros retard de livres classiques pour un projet dont on parlera peut-être tout à l'heure pendant la carte blanche, donc des livres plutôt d'auteurs classiques qui n'ont rien à voir avec on va dire tout ce qui est entrepreneuriat et finance et digital. Mais dans mes rituels effectivement d'information, je suis un gros consommateur d'informations, j'aime beaucoup ça. Et à la fois l'information courte et instantanée comme l'information un peu plus longue. L'information courte, c'est Twitter. J'aime beaucoup m'informer grâce à Twitter. Je trouve que c'est un très bon outil. Voilà, je suis assidu. Et l'information un peu moins immédiate, j'en ai parlé il y a quelques minutes, c'est la presse. Voilà, j'ai deux médias sur lesquels je tourne énormément, les Échos et le Financial Times. Et quand je lis ces deux médias, en général, j'ai une bonne vision des secteurs qui m'intéressent. Et puis l'information plutôt longue, moi je la retrouve dans les podcasts, les prises de recul. J'aime beaucoup les podcasts
podcasts. Je pense qu'on a le droit de citer les podcasts confrères ici, mais Sans je suis problème. assez fanat, par exemple, de Génération Do It Yourself. C'est un format qui peut paraître complètement fou puisqu'il dure 2 heures, mais c'est très inspirant d'écouter des gens qui sont entrepreneurs, sportifs, politiques, aller au-delà des punchlines et des messages courts et marketing. Voilà, j'aime beaucoup cette source d'information. Et on les salue. Tu évoquais ton appétence pour l'information, l'entrepreneur étant aussi un citoyen, ayant aussi une responsabilité dans la cité. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se passent en ce moment qui te font réagir, rebondir? Oui, plein, mais je les garde pour moi. Je suis pour le coup pas du tout engagé dans le débat public au sens politique. J'aime pas commenter la politique. J'aime beaucoup la suivre, j'aime beaucoup la lire. Ça m'intéresse au premier chef, mais je commente jamais la vie politique. C'est un peu pour moi Ça il y a s'entend. que des voilà, pour moi il y a que des coups à prendre et je suis très lisse de ce point de vue-là. Tu me Ce qui retrouveras jamais n'empêche sur pas de penser en dehors. Oui. ce qui n'empêche pas de penser, ce qui n'empêche pas d'être un citoyen intéressé, mais tu me retrouveras jamais sur Twitter à attaquer Anne Hidalgo pour les pistes cyclables ou je sais pas quel homme politique pour son dérapage verbal ou autre. Ça m'intéresse pas de rentrer dans ce débat-là. Et tu as entendu hein, dans ce jingle, il y a s'inspirer, donc tu t'inspires beaucoup de tes lectures. Il y a aussi la question de respirer. C'est comment à un moment, en tant qu'entrepreneur, on lâche éventuellement la pression, comment on va puiser de l'énergie. C'est quoi ton petit secret, Olivier? D'abord, je viens de Haute-Savoie. J'aime bien mes montagnes, j'aime bien le sport, j'aime bien m'aérer, j'aime beaucoup la rando, à ski, la peau de phoque. Ça fait partie voilà, ça se pratique pas toute l'année malheureusement, mais ça fait partie de mes respirations. J'aime beaucoup la photographie, on en reparlera, je pense aussi pendant la carte blanche. Donc, j'ai des passions qui m'animent et qui me permettent effectivement de rencontrer des gens aussi qui sont dans des milieux totalement différents de celui dans lequel je travaille. Si je pose cette question, c'est parce évidemment, on parle d'entrepreneurs successful. Vous n'êtes pas Onex 40 pour rien. Je me rappelle d'un entrepreneur qui faisait plusieurs milliards d'euros et quand en off, je lui ai demandé s'il avait un regret sur sa vie, c'était celle peut-être d'avoir tout donné à son entreprise et finalement, il avait perdu sa femme, il voyait plus ses enfants et c'est vrai qu'on pousse hein, la réussite, notamment à travers ce podcast, mais je pense aussi important de rappeler qu'il y a pas que ça. Et j'aimerais bien ton regard sur cette notion de réussite entrepreneuriale, mais plus globalement de ce qu'est une réussite de sa propre vie. Oui, alors c'est vrai que le work-life balance, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, c'est quelque chose de très compliqué quand on est entrepreneur. Effectivement, c'est un constat assez triste si la conclusion de cela, c'est qu'on est passé à côté de sa femme et de ses enfants. Néanmoins, faut être honnête aussi, je donne pas du temps à ma femme et mes enfants comme je devrais si j'étais moins concentré sur October. Néanmoins, je pense que d'abord, il y a une énorme tolérance de leur part sur le temps que je leur consacre et un énorme support, ce qui est très important. C'est un premier point. Et le deuxième point, je pense que pour le coup, quand je leur donne du temps, c'est du temps vraiment où je suis concentré et qualitatif. J'ai moi-même eu des parents entrepreneurs et pour le coup, ils m'ont plusieurs fois, comme souvent les parents, ils s'interrogent, ils s'inquiètent de pas forcément passer suffisamment de temps avec leurs enfants. Personnellement, je n'en ai jamais souffert et j'étais assez fier de voir mes parents travailler et ça m'a plutôt servi de valeur et d'exemple plutôt que ça n'a développé un ressenti chez moi. Donc voilà. Après aussi mes parents, quand ils se concentraient sur moi en tant qu'enfant, mais ils passaient aussi du temps de qualité. Alors dans ce moment un petit peu plus perso, je te propose d'écouter un nouvel appel à ton attention. Vous avez un message. Ma question pour Olivier est la suivante. C'est un scénario. À la fin de sa vie, Olivier meurt. Il rencontre Saint-Pierre et Saint-Pierre lui dit « Olivier, tu as mené une bonne vie. Tu mérites d'aller au paradis. Mais tu as eu un péché. C'est ton téléphone. Je te donne donc le choix. Tu peux abandonner ton téléphone et aller au paradis, ou le garder et aller en enfer. Qu'est-ce que tu choisis ?»
Alors, Alors, tu as reconnu de qui il s'agissait? ah ben bien sûr, j'ai reconnu de qui il s'agissait. C'est peut-être l'occasion de le présenter parce que c'est vrai que Oui, je te laisse le présenter. il s'appelle Patrick Denonville. C'est mon associé chez October depuis le premier jour. Patrick, on ne se connaissait pas avant le lancement d'October. C'est quelqu'un qui vient pour le coup, contrairement à moi, d'une grande structure puisqu'il était le co-head Europe de Goldman Sachs à Londres, patron de la gestion de taux chez Goldman. Il est aussi un peu mon antithèse. Je parlais tout à l'heure du plan des études puisque Patrick a fait et c'est un cerveau extrêmement rapide. Et c'est un vrai bonheur de bosser avec lui depuis le début de l'aventure. Et donc, il a toujours un regard très acerbe et Et précis. te pose des devinettes. Et il me pose des devinettes. Je sais très bien pourquoi il me la pose, parce que s'il y a bien un truc auquel je suis addict, c'est pas le café, c'est mon téléphone. Et c'est vrai que comme j'ai mis je ne supporte pas effectivement de laisser des messages en attente, de manquer une information. Enfin, j'aime être sur la balle et mon téléphone est ce qui me relie au monde à bien des égards. Et donc c'est vrai que je passe énormément de temps sur mon téléphone. Donc je crains de devoir être honnête, de ne pas avoir peur de l'enfer et de préférer mon téléphone au paradis. Donc voilà. Mais j'ai compris le message. Je ferai attention de le regarder un peu moins souvent. J'ai activé le temps d'écran. En restant dans le domaine un petit peu perso, je me demandais si cette addiction au téléphone, qui hélas m'a atteinte également, est-ce que ça pose pas un problème en termes d'éducation vis-à-vis des enfants? On entend beaucoup dans la Silicon Valley, beaucoup des entrepreneurs finalement mettent maintenant leurs enfants dans des écoles qui interdisent les écrans. Donc on a une espèce de paradoxe qui s'opère où on est tous très connectés, notamment quand on est comme toi entrepreneur dans le numérique, et en plus on se soucie quand même des problèmes de concentration que ça peut poser dans l'apprentissage, dans les jeunes âges, etc. Et c'est une question qui, moi, me taraude, donc je me demande si tu te la poses. Et peut-être qu'Olivier empêche ses enfants de faire des prêts. C'est pas faux. Pour l'instant, je leur interdis, mais ils sont un peu jeunes. Je pense que l'école primaire est un peu compliquée pour emprunter de l'argent. Non, mais je pense qu'il n'y a pas un parent qui ne se pose pas cette question de l'addiction à l'écran. Et c'est marrant parce que j'ai deux garçons en l'occurrence, un qui est très addict à l'écran, un qui ne l'est pas du tout, et pourtant celui qui ne l'est pas est plus âgé que le petit. Donc, on pourrait penser que il est plus dans un âge où c'est normal d'être sur son téléphone. Non, l'addiction est le tout après. Alors c'est peut-être une manière de me rassurer. J'essaye de ce qui peut m'énerver contre moi-même, c'est quand je passe un temps futile sur l'écran, c'est-à-dire à regarder des choses qui n'ont avec le recul aucun intérêt. Passer des heures à scroller son fil Instagram, ça peut être vu comme une perte de temps, même si j'aime beaucoup Instagram parce que je fais de photos, mais je pense qu'un usage raisonné d'Instagram est assez indispensable. Là, à l'inverse, vous passez du temps sur Slack pour répondre à ses collègues, répondre à des questions, faire avancer l'entreprise, me semble à l'inverse pas du temps inutile. Voilà. Donc je pense c'est comme il y a le bon et le mauvais chasseur, il y a le bon et le mauvais temps sur l'écran aussi. Et après, à titre personnel, effectivement, je ne peux que constater l'envolée de mon temps passé sur l'écran, mais malheureusement, c'est un mal de notre société et j'aurais de la peine à aller contre. Il y a le bon, le mauvais chasseur, le bon et le mauvais temps. Il y a peut-être aussi la bonne claque ou la mauvaise claque, sans transition. Waouh! J'espère que tu t'es pas fait trop mal à distance avec ce jingle. C'est donc le moment de la claque. Une claque que tu as vécue, peut-être qui t'a forgé, qui t'a marqué et que tu souhaites partager avec nous. Oui, je vais prendre alors des claques. Faut être clair, en 20 ans d'entrepreneuriat, il y en a eu beaucoup. Je vais prendre la première claque qu'on s'est pris sur October, qui a été assez fondatrice en fait. C'est-à-dire que quand on a créé l'entreprise octobre 2014, c'est parti très vite, très bien. Avec Patrick, on avait les bonnes recettes, les bons réflexes, tout a bien avancé jusqu'à un moment où on s'est pris notre première fraude. Mais la première vraie fraude, c'est-à-dire qu'on a prêté 500 000 € à une entreprise. On les a déboursé l'argent, ils ont reçu cet argent, ils ont même fait semblant de commencer à nous repayer les premières échéances, et on s'est aperçu que c'était une fraude, c'est-à-dire on s'est fait aperçu très jeune, très vite, dans la vie de l'entreprise, qu'on avait fait perdre 500 000 € à nos prêteurs. Et là se pose une question, qu'on parlait tout à l'heure, la première crise, d'abord une panique effroyable en disant comment on va annoncer ça, est-ce qu'on doit
mettre la merde sous le tapis pour parler vulgairement? Est-ce qu'on doit être transparent dans la communication? Comment est-ce qu'il faut faire, etc. Et là, c'est important de revenir aux basiques. On a joué la transparence à fond. C'est-à-dire qu'on a expliqué ce qui s'était passé à nos prêteurs. Inutile de dire qu'ils étaient furax, surtout que nous, les prêteurs, ils sont particuliers. Donc, quand on diffuse une information comme ça, elle se répand extrêmement vite. Et on a essayé à la fois d'être transparent et d'être extrêmement pugnace. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu dire, bon, voilà, on s'est fait avoir. On est allé combattre extrêmement fort les fraudeurs et on a mis vraiment toutes nos forces dans ce combat. Là, pour le coup, jour et nuit, là, tu parlais tout à l'heure du rythme de travail. Là, on a mal dormi plusieurs nuits de suite. Et parce qu'on bossait comme des fous pour les combattre. Et on a fini non seulement par récupérer nos 500 000 euros, faire mettre ces personnes en prison, et finalement gagner la reconnaissance de nos prêteurs, de ceux avec qui on avait été capable d'être transparent, en disant voilà, on a un problème, on vous l'a avoué, mais en même temps on a résolu ce problème. Et ces prêteurs-là, eh ben, on a créé quelque chose d'assez unique avec eux. Je pense qu'on aura notre lot d'emprunteurs, de prêteurs les plus fidèles. Et puis au sein de l'entreprise même, ceux qui étaient là au moment où on a vécu cette crise, c'est une expression que Patrick aime beaucoup employer, c'est manger son humble pie. Son humble pie, c'est-à-dire son gâteau de modestie. C'est-à-dire que ça ramène vraiment les pieds sur terre, des fois qu'on pensait qu'on était un peu plus intelligent et doué que les autres. Voilà, ça a été un moment extrêmement fondateur. Et c'est depuis ce jour-là, la fraude est devenue une obsession chez nous, la lutte contre la fraude. Et cette fraude avérée nous a permis d'en éviter des dizaines ensuite et de faire, je pense, de la lutte contre la fraude aujourd'hui quelque chose sur lequel on est en pointe, mais toujours après 500 très 000 modestement. Mais encore une fois, très modestement, parce que ça peut arriver de nouveau, bien évidemment. On devient attentif, c'est normal. Si tu veux bien, tu l'as évoqué d'ailleurs plusieurs fois dans ton épisode, c'est ce moment de la carte blanche. Je vais lancer le jingle et on va même démarrer cette carte blanche par une question surprise. Allons-y. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Et pour ne pas enchaîner les jingles, je te propose directement de passer à cette question de quelqu'un que tu connais bien, que tu pourrais nous présenter. Il s'agit de Virginie Goy. On se doute qu'il y a un lien, mais on écoute d'abord sa question. Cher Olivier, nous avons cofondé la fondation Photo for Food en décembre dernier et je réalise que je ne t'ai jamais posé la question suivante. Qu'est-ce qui t'a motivé à me choisir comme partenaire pour cette nouvelle aventure? On est obligé de préciser qui c'est. Alors, on va préciser qui c'est, surtout que ça pourrait être deux personnes, parce que ma sœur s'appelle également Virginie Goy, donc il y a deux Olivier aujourd'hui, mais il y a deux Virginie Goy aussi. C'est incroyable ça. Donc ce n'est pas ma sœur, c'est ma femme, effectivement, c'est Virginie, ma femme. J'ai des questions compliquées là, ils m'ont gâté. Entre Patrick, question existentielle, une question de Virginie, ça sent la question glissante. Oui, surtout que attention à ce que tu vas répondre. Ça peut compromettre beaucoup de choses. C'est pour ça que je fais des petits virages avant d'attaquer la course. Alors pour répondre plus sérieusement, la réalité, effectivement, on a créé avec Virginie une fondation qui s'appelle Photo for Food. Je vais expliquer ce que c'est dans quelques minutes. Mais effectivement, pourquoi donc au même moment, excusez-moi, hop, c'est moi qui ai mon téléphone qui sonne. Pourquoi on a créé ça ensemble? C'est que je sentais en fait que c'était la bonne conjonction d'une idée qui venait en effet de moi et d'une envie de changement professionnel pour Virginie. Elle avait envie effectivement de donner plus de sens à ce qu'elle faisait et ça correspondait donc parfaitement à ses aspirations. Et puis surtout l'autre point fort, la raison pour laquelle je suis ravi de le faire avec Virginie, c'est que quand on crée une équipe au démarrage, le plus important c'est la confiance et de connaître les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire que forcément, travailler avec sa femme après 20 ans de vie commune, on sait avec qui on part dans le projet. Donc savoir avec qui on part, savoir qu'on est en confiance, savoir que c'est la bonne personne, c'est clé. Et ça, je me permets de faire une petite digression sur le sujet. C'est comme les premiers recrutements quand vous créez une entreprise. Effectivement, on ne se connaissait pas avec Patrick, je l'ai mentionné tout à l'heure. En revanche, c'est des amis communs, des très bons amis communs qui nous ont mis en contact, notamment donc pour pas les mentionner, les gens de chez Partech, l'équipe de Partech. La même manière que je pense que les 10 premiers équipiers d'October, ce sont que des gens qu'on a recrutés par cooptation et il n'y a eu aucune erreur de recrutement sur ces 10 premières personnes parce qu'on sait qu'on a un ADN commun. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un confort extraordinaire. Donc
privilégier l'ADN commun au démarrage, c'est génial. Il y en a eu des conseils d'entrepreneurs qui disent ne pas s'associer avec ses amis ou sa famille. Mais alors c'est très vrai et ça j'y pense souvent. Et alors, il faut toujours faire attention aux biais personnels, mais dans mon cas, ça a toujours extrêmement bien marché. Je vous parlais de ma sœur tout à l'heure, je fais encore une deuxième digression, mais quand j'ai créé 1, 2, 3e, j'avais 26 ans, et à l'époque, ma sœur avait un petit copain, et ce petit copain avait un frère. Et elle m'a demandé si je voulais le rencontrer, parce qu'il aurait bien aimé travailler comme premier salarié chez 1, 2, 3e. Et 20 ans après, ce fameux frère, qui s'appelle Xavier Antonios, est le président dans 2, 3e. On est associés depuis 20 ans et entre-temps, ma sœur s'est mariée avec son frère et ils ont 3 enfants. Donc voilà, on dit pas faire de business en famille, pas faire de business avec les amis. Et ben dans mon cas, ça a marché. Est-ce que ça doit être une recette générale? Sûrement pas. Mais j'apprécie énormément de travailler avec des gens que je connais et dans lesquels j'ai confiance. Alors, Photo for Food. Alors Photo for Food, oui, c'est un projet vraiment familial puisqu'on essaye aussi d'impliquer les enfants sur le sujet. Ça part d'un principe qui consiste à mettre l'art au service des autres. Donc c'est une fondation auquel des photographes professionnels, artistiques ont donné des images, des photos, et on vend ces photos pour payer des repas. Pour payer des repas, bien sûr, à ceux qui en ont besoin. En France, je vais vous donner un exemple d'action qu'on a menée grâce à la vente de photographies. On fait dans le 9e arrondissement, en bas du bureau, en bas d'October, le lundi, le mercredi et le vendredi, avec les Restos du Cœur. On a payé une année de repas chauds, donc on distribue entre 180 et 200 repas 3 fois par semaine. Et en plus, on leur a acheté un camion, un petit Renault Master, pour faire la tournée des restaurants et des supermarchés, récupérer les invendus pour aller les redistribuer une fois qu'ils ont été reconditionnés. Voilà, c'est ce que l'on fait avec la Fondation. On ne fait pas que ça parce qu'on veut également récompenser la générosité des photographes, c'est-à-dire qu'on mène également des actions artistiques avec eux, on monte des expositions, on sort un livre qui va paraître à la rentrée en septembre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je lis beaucoup de classiques en ce moment, puisque dans ce livre on retrouve Tahar Benjim, on retrouve Didier Decoing qui est le président du Goncourt, on retrouve Safia Azzeddine qui est une romancière talentueuse, etc. Il y a 11 écrivains qui ont participé à ce livre. Donc on leur rend cette générosité en leur donnant de la visibilité, et on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a pu faire abriter cette fondation par l'Institut de France. Donc l'Institut de France, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la maison mère des 5 académies, l'Académie française et des Beaux-Arts notamment, qui nous intéresse au premier chef vu le métier de la fondation. Et donc Virginie a décidé de quitter son job pour se consacrer à plein temps à la fondation, et à titre personnel, on s'est engagé à financer pendant 10 ans tous les frais de la fondation, tous les frais fixes, de manière à ce que à chaque fois qu'on ait une photo, il y ait 100% du prix de vente de la photo qui servent à payer des repas. Ça représente combien de repas aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a servi quelques centaines de milliers de repas. On a commencé. C'est énorme, mais c'est encore rien du tout par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, si vous aimez la photographie, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent ici, on peut que les encourager pour aller décorer leur bureau, d'aller acheter des photos sur le site de la Fondation. Et au moins, ils auront des photos qui ont un sens. Elles ont un sens artistique d'abord, puis en plus, elles ont un sens d'engagement, parce qu'ils sauront que les photos qui sont sur leur mur, elles ont payé entre quelques centaines et quelques milliers de repas. Et à propos de repas, je pense qu'on a entendu un bébé crier qui veut nous dire que peut-être il a faim. Est-ce que c'est chez toi, Thomas? C'est chez moi, c'est ma petite fille. Elle a été très sage pendant 1h30. Hein, donc, et là encore, je constate qu'il n'y a pas le respect du work-life balance. Hein. Tu préfères enregistrer un podcast que nourrir tes enfants. Oui, d'ailleurs, elle est seule. Ça dit beaucoup, ça dit beaucoup. C'est un des gros sujets dont on n'a pas assez parlé. C'était la question du télétravail, d'ailleurs, qu'on aborde souvent avec les entrepreneurs. Mais là, on arrive à la fin du podcast, donc on parlera moins de ce sujet-là aujourd'hui avec toi. En revanche, avant de conclure, tu sais qu'on a aussi une rubrique qu'on appelle la rubrique Sista, parce que nous, on croit aussi dans un monde plus inclusif, notamment dans l'univers entrepreneurial, dans l'univers des startups, ce qui n'est pas le cas selon les statistiques. Je rappellerai pas les chiffres, parce qu'on en parle souvent tout au long des podcasts 40 nuances de Next, mais globalement, il n'y a pas assez de femmes dans ce secteur, donc on aime bien leur donner un coup de projecteur grâce aux stars du Next 40. Donc j'envoie le générique. Donc le principe, c'est de te donner la parole, de mettre en lumière une entrepreneure ou entrepreneuse, et on ira ensuite lui poser une question de ta part. Donc de qui s'agit-il?
Alors, avec plaisir, j'ai envie qu'on mette en lumière Marilyn Perronnet, qui est la fondatrice de Digital. Digital, c'est une école, la première école du numérique, en fait, pour les enfants de 5 à 17 ans. Ils enseignent le numérique dans les écoles. Alors, la raison pour laquelle j'ai envie de mettre Marilyn en avant, c'est que ça touche plein de sujets qui me tiennent à cœur. Bien évidemment, la pensée informatique, la technologie, l'éducation et les enfants. Et puis on rajoute par-dessus cela que c'est une entrepreneur extraordinaire et pleine de valeurs. Voilà qu'on parlait d'entreprises à mission, d'entreprises qui veulent avoir un impact sur le monde. Je pense que Digital fait vraiment partie de ces entreprises-là. Voilà, donc je suis très content qu'elle puisse développer bien mieux que je ne le ferais son business, son métier. Et du coup, si tu devais lui poser une question. Ah pardon, je ne savais pas que je ne sais pas que je vais lui poser une question. Alors la question, c'est une fan mais inconditionnelle d'Elon Musk, Marilyn, mais vraiment inconditionnelle. Elle prend sa défense quoi qu'il dise. Donc je voudrais savoir d'où vient cette passion immodérée pour Elon Musk. Ça m'intéresserait. Est-ce qu'elle enverra des enfants sur Mars? Bonne question. Eh bien, et donc la question sera posée par Solène. Ah, excuse-moi Thomas, c'est peut-être ce que tu allais dire. Mais la question sera posée par Solène Etienne, qui est notre associée et qui joue le rôle d'envoyé spécial. Et donc, à la suite, maintenant qu'on atteint la fin de ce podcast, on pourra lui laisser la parole juste après. Moi, je voulais surtout te remercier, mais peut-être que Thomas, tu voulais ajouter quelque chose avant cette conclusion. Eh bien non, c'était exactement ça. En plus, j'en suis sûr, le tabouret commence au bout d'1h30 à être particulièrement inconfortable pour Olivier. Et le plaisir d'être avec vous a effacé les douleurs du tabouret. Donc merci beaucoup, c'était très plaisant de discuter avec vous et j'espère qu'il y a eu quelques informations utiles pour ceux qui nous écoutent. Complètement. Moi, j'ai trouvé ça très très inspirant. Je fais mon petit commentaire perso, mais c'est vrai que j'ai bien aimé comment on a pu passer de choses très business, un peu les trucs et astuces de l'entrepreneur, mais aussi un regard sur la société, le monde de la finance, avant de passer par les questions un peu plus personnelles et le plaisir de pouvoir recevoir même ta femme dans le podcast. C'est ça, 40 nuances de Next. Un grand merci à toi, Olivier, et on passe tout de suite la parole à ta sista, Marilyn Perronnet. C'est à présent le moment sista de 40 nuances de Next et nous sommes avec la sista de Marilyn Perronnet. Bonjour Marilyn. Bonjour Solène. Alors Marilyn, tu es la fondatrice de Digital et si tu devais le pitcher Digital à un enfant de 5 ans, tu lui dirais quoi? Alors je lui demanderais s'il croit qu'il est plus intelligent qu'un robot. Et je suis sûre que cet petit enfant de 5 ans me dirait mais non, le robot est plus intelligent que moi puisqu'il a Google dans sa tête. Et c'est comme ça que nous nous sommes rendus compte que les enfants, et notamment les grands également de 5 à 17 ans, avaient besoin de cette culture de la tech et que surtout il fallait la rendre accessible à tous. Et c'est comme ça qu'est né Digital, qui enseigne dans les écoles la tech, la culture tech, les algorithmes, un début d'IA sur le temps scolaire pour les élèves de 5 à 17 ans. Et je crois que vous avez une pédagogie un peu originale parce que tu utilises autre chose aussi que les écrans. Exactement, Célène. En fait, on apprend aux enfants, et notamment de grandes sections de maternelle jusqu'en fin de CM2, les bases de l'algorithmie, de la programmation, mais sans écran. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur une pédagogie notamment alternative, on dira plutôt de bon sens, comme Maria Montessori, Steiner. On sent que les enfants pouvaient très bien apprendre ce que c'était que compter en binaire avec leur type doigt et du matériel à voix. Et on leur apprend tout ceci dans l'expérimentation en gardant toute leur créativité et leur esprit critique. Et du coup, ça dédramatise le côté c'est de la tech et on va rien comprendre. Exactement. L'idée, c'est vraiment le démocratiser et que ce soit accessible à tous et que quand on leur fait faire un petit collier de perles en leur expliquant que sans se rendre compte, ils vont créer un algorithme. Donc, c'est génial. Waouh, il doit être hyper fier. Et du coup, on se faisait une réflexion en préparant cette émission qu'il y avait en fait beaucoup de femmes qui se lançaient dans le digital et la tech. Est-ce que toi, tu as une explication à ça ?
Alors, écoute, c'est une très bonne question parce que je me la suis posée récemment en regardant le board de toutes les tech. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle parce que voilà, il y a beaucoup de femmes dans la tech. Donc, qu'elles soient sur ce secteur de la tech, c'est déjà un très bon début. Est-ce que c'est parce que, alors, il y a quand même cette croyance qui veut que ce soit les mamans qui soient au devoir, qui soient sur les sujets évidemment de scolarité des enfants et que en tout cas moi, c'est ce qui m'a porté pour créer Digital. Donc, effectivement, ça peut être un sujet en tant que maman, mais pas que, parce que c'est aussi un peu réducteur. La tech, c'est aussi un sujet, quand on est femme entrepreneur dans la tech, qui est quelque chose aussi d'assez soft. Je pense que créer un business autour de l'éducation avec des enseignants nous paraît, en tout cas, en termes de réassurance parfois, nous les femmes, plus accessible que de la tech pure, d'IA, de logiciels qu'on peut rencontrer notamment dans la Silicon Valley. C'est un milieu qui est beaucoup plus geek, beaucoup plus homme, et moins démocratique sûrement pour nous. On se met aussi parfois des barrières. Tout à fait. Pour finir cette petite capsule Sista, comme tu le sais, nos invités posent toujours une question à leur Sista. Alors je sais que tu es très impatiente de savoir la question d'Olivier. Ou pas. Alors pour tout te dire, Olivier, il nous a dit que tu étais une fan inconditionnelle d'Elon Musk. Et il voulait savoir, et je t'avoue du coup que nous aussi, d'où te venait ta passion immodérée pour ce personnage. Écoute, non mais c'est effectivement, je pense que vous êtes la plus grande fan, une des plus grandes fans de cette planète d'Elon Musk. D'ailleurs, je tweete tous les jours en espérant qu'un jour, il me répond. Il te repère? J'ai essayé. Il me repère. Donc, en fait, j'ai réussi à avoir sa maman fan sur Instagram. Donc, je suis prête à tout. Alors, blague à part, cette passion dévorante pour Elon, elle date de nombreuses années parce que déjà à l'époque de PayPal, alors il était moins sous les feux du projecteur, je trouve que c'est un industriel de la technologie du futur qui démocratise la tech à sa manière. Et pas en tant que l'homme n'est pas un produit et c'est toi le produit et c'est gratuit, parce qu'il a une vraie technologie, que ce soit dans la voiture chez Tesla, que ce soit sur SpaceX, et il change l'humanité. Donc oui, cette passion, elle me dévore depuis une dizaine d'années. Main dans le pot de confiture. Et du coup, Thomas, l'un de nos co-animateurs, se demandait si tu voulais aussi envoyer tes enfants sur Mars, du coup. Oui, alors c'est drôle parce que je conditionne ma fille pour épouser un des fils d'Elon Musk, pour le désarroi de son père. Et mon fils, qu'effectivement, Digital, je l'avais créé pour que les enfants aient un jour un échappatoire, mais oui, je pense qu'en plus, comme il est parti, je pense qu'on le verra, ouais, d'ici 30 ans sûrement. Eh bien, écoute, rendez-vous dans 30 ans pour faire le point. Merci beaucoup, Marilyn, pour cette capsule fraîcheur et à très bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.